Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du vendredi. Donc vous savez que c'est maintenant chaque vendredi, on se retrouve pour parler des sujets divers mais qui sont en rapport avec la finance, avec le trading, avec aussi l'économie, dépendamment des sujets, dépendamment du type de sujet que l'on traite. Alors c'est dans ce cadre-là que nous nous retrouvons pour bien sûr parler, pour vulgariser la finance des marchés et tout ce qui englobe le trading. Alors, si vous venez de me découvrir, mon nom c'est François Ablé, donc je suis responsable de la structure éducative et informative qui est le GSTA, donc le Global Street Trader Academy, qui est une corporation éducative et une académie en ligne pour apprendre à travailler les marchés financiers. Donc, aujourd'hui, on va parler bien sûr d'un sujet qui, en fait, dont les gens ont peur en fait de poser cette question. Et au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que le temps passe, on remarque que c'est une question en fait centrale parce que si vous ne réussissez pas à gérer cette question, je pense que ça va créer en fait ça va vous tromper en fait, d'accord? Et je fais donc cette vidéo bien sûr pour éclairer et donner mon point de vue, contribuer pour répondre à cette question qui est de savoir est-ce que le trading est une activité rentable sur le long terme? D'accord? Donc, c'est une grosse question. Avant de poursuivre, donc, je souhaite que vous abonnez bien sûr à cette chaîne, à la chaîne YouTube, à partager également les vidéos, à les liker pour booster les audiences et aussi à vous abonner également à la page Facebook, donc à laquelle vous vous trouvez. Je vous invite cordialement à le faire. Et puis aussi à jeter un coup d'œil si vous souhaitez bien sûr vous entraîner, si vous souhaitez bien sûr apprendre les marchés, à vous faire encadrer de façon personnalisée, à vous faire suivre et puis à performer sur les marchés financiers. Je vous invite cordialement à rentrer en contact avec moi, soit à partir de la page Facebook ou alors à partir de la chaîne YouTube ou aussi à partir de la newsletter de notre site internet qui est le www.gstacademy.com. Voilà. Peut-on devenir rentable sur le long terme au trading? La réponse pour moi, elle est évidente. C'est non, bien sûr. Donc, le trading est une activité en fait à capital variable. D'accord? On parle ici de spéculation. D'accord? Et quand on parle de spéculation, ça dépend disons, de trois paramètres centraux. OK? Selon moi, je donne donc mes raisons. Moi, je ne crois pas en fait à cette idée de vivre du trading, c'est-à-dire d'être uniquement, d'avoir uniquement pour ressources financières le trading. Parce que nous sommes dans un type de métier qui répond en fait à une catégorie qu'on appelle les capitaux variables. D'accord? C'est un métier à capital variable. Et quand on parle de capital variable, ça veut dire que vos performances passées ne sont pas garantes des performances futures. Comprenez? Donc cela veut dire aussi que ce n'est pas parce que vous perdez, ce n'est pas parce que vous êtes perdant dans le trading au départ que vous serez forcément perdant demain ou perdant dans 5 ans. La plupart des traders que vous connaissez et que vous aimez, que ce soit George Soros, Paul Tudor Jones, Ray Dalio, Noël Gottman, euh, comment il s'appelle le français, Bruno Ixil, tous ces grands noms de la finance que je viens de citer, eh bien, ces personnes-là ont déjà connu la faillite, la ruine, d'accord? Peut-être même à 2 ou à 3 fois pour certains, d'accord? Même quel que soit, c'est-à-dire même les hommes d'affaires, même même le président Trump que vous connaissez, qui est un grand commercial, qui est multimilliardaire, a connu au moins 2 ou 3 fois la ruine. Et il n'était même pas dans le domaine du trading, d'accord? C'est pour vous dire que le trading ne peut pas être et ne peut pas constituer le fondement euh, d'une personne. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre tout
son avenir sur le trading. Pour vous donner la première idée pourquoi est-ce que je suis contre ce type de raisonnement, c'est-à-dire de penser que le trading est une activité qui peut être rentable sur le long terme. Je vous donne un exemple où le premier facteur qui fait que je suis contre, les traders en salle de marché, vous les voyez, est-ce que vous savez que ce sont des salariés? D'accord? La plupart d'entre eux sont des salariés. Le trading ne fait que partie peut-être de 20 à 30% de leur activité professionnelle. Moi-même, en tant qu'analyste fondamental en salle de marché, je voyais certains traders qui étaient là, en général, c'était des propres traders, c'est-à-dire qui venaient pour transiger leurs capitaux. Certains également travaillaient pour le fonds pour lequel nous faisons des analyses et ils étaient payés, ils avaient un taux horaire, d'accord? On les payait. Moi, je n'étais pas trader, donc j'avais bien sûr un salaire. En échange, je devais faire des tâches et les analyses faisaient partie justement de mes tâches, d'accord? Et les traders qui faisaient justement, qui transigeaient sur le compte du fonds en question, bien, ils avaient un salaire et en plus de cela, le trading était en fait un bonus, d'accord? 20 à 30% des opérations qu'ils réalisaient constituaient des bonus, c'est-à-dire recevaient un incitatif à la fin de l'année pour leur performance qu'ils auraient réalisée sur les positions qu'ils auraient prises. Malgré tout, ça ne fait pas partie de leurs tâches quotidiennes. Ils ont vraiment des tâches spécifiques et le trading ne représente qu'une infime partie. D'accord? Je sais que c'est très rêveur, c'est très fantasmagorique, c'est très lifestyle. Oui, je vis du trading, voilà, je me lève le matin, je bois un jus d'orange, et puis je fais des clics, et puis je gagne de l'argent. Je sais que ça plaît à beaucoup de gens d'entendre ça. Mais malheureusement, ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Je vous ai toujours dit, à mon sens, le trading, c'est une activité euh, de prospérité économique, tout simplement. On l'utilise pour décupler des capitaux, pour avoir plus d'argent auparavant, pendant une certaine période, pour vous permettre de réaliser des choses, d'accord? Mais ce n'est pas là-dessus que vous devez faire votre plan de vie, d'accord? Lorsque vous gagnez au trading, lorsque vous gagnez à la bourse, il faudrait bien sûr songer à sécuriser vos capitaux, d'accord? Et ne pas être exposé le plus de fois dans le marché. Parce que lorsque, par exemple, des traders, parce que souvent j'entends dire que on peut prétendre vivre du trading lorsqu'on a un capital de 250 000. Mais même encore là, ce n'est pas vrai. Parce que ça dépend aussi de votre niveau de vie. D'accord? Si vous, supposons par exemple que vous avez un capital de 250 000 en votre possession et que vous vivez au Canada. Ici au Canada, euh, il y a le SMIC qui est bien sûr aux alentours de entre 1500, entre 1400 dollars canadiens à 1800 dollars canadiens. Ça, c'est le SMIC. Et puis, en général, les gens qui sont dans le salaire moyen, ils tournent autour d'un salaire entre, on va dire, entre 2500 dollars à 3500 dollars. D'accord? Et puis maintenant, il y a ceux qui ont, par exemple, un confort de vie un peu plus aisé, qui sont un petit peu au-dessus de la moyenne, qui peuvent toucher à partir de 4000 dollars canadiens jusqu'à 7000 dollars canadiens par mois. D'accord? Maintenant, si vous gagnez au-delà de 7000, donc 8000, 10 000, bien sûr, vous êtes considéré au Canada comme une personne qui est, on va dire, qui a les moyens, qui est riche. D'accord? Mais supposons que vous avez un compte de 250 000 dollars au trading et que votre mode de vie vous requiert d'avoir au minimum, on va dire, 5 000 dollars pour vivre. D'accord? Votre appartement, les dépenses quotidiennes, le ménage, tout ce qui vient avec. D'accord? L'épicerie, les enfants, si vous en avez. Donc, on va dire, vous avez un compte de 250 000 et ça vous demande 5 000 dollars pour pouvoir vivre. Ça représente 2% de vos capitaux. Ça veut dire qu'au minimum, chaque mois, dans votre activité de trading, vous devez faire au minimum 2% par mois. Ça peut être, disons, ça peut paraître, disons, un objectif très petit, d'accord? Mais si vous transigez sur les marchés financiers sans levier, vous verrez que faire 2%, ce n'est pas une mince affaire.
Voilà pourquoi à Wall Street ou bien à la City, quand vous arrivez devant des bureaux où on recherche des traders et que vous présentez un track record de 2% régulier par mois, on vous embauche tout de suite. On ne vous demandera même pas vos diplômes, d'accord? Donc, faire 2% sans levier, ce n'est pas une mince affaire, d'accord? Mais c'est possible de le faire, surtout avec un capital d'une telle ampleur. Donc, de l'ordre de 150 000 à 250 000 dollars. Bon, donc vous faites 2%. Malgré que vous avez fait 2%, qui est une performance remarquable, sur 250 000, vous avez quand même 5 000 dollars à la fin du mois, qui vous suffit à peine, d'accord? C'est-à-dire pour couvrir vos besoins, vos besoins, je vais dire vos besoins de base, d'accord? Ça veut dire que si vous voulez avoir ou sentir que vous avez vraiment fait de bonnes performances et ou bien, on va dire, jouir d'un certain confort de vie au-dessus de votre moyenne, qui est de 5 000, vous devez faire plus, bien sûr, vous devez avoir par exemple 3% ou 4%. Et si vous faites 3%, ça fait 7 500 dollars. Si vous faites 4%, ça fait 10 000 dollars. Or, pour faire 10 000 dollars sur un compte de 250 000, c'est-à-dire 4%, il faudrait utiliser un peu de levier, d'accord? Et ça, rien ne garantit que vous allez atteindre le 4%. Parce que les marchés sont complètement aléatoires, d'accord? Vous pouvez, ça peut marcher pour un mois, ça peut marcher pour 2 mois, mais le troisième mois, il peut arriver de quoi? Donc, rien n'est sûr que même si vous avez fait les 3 derniers mois, vous avez fait, on va dire 2%, rien ne garantit que le quatrième ou le cinquième mois, vous allez faire également 2%. Vous pourrez faire même 10%, d'accord? Et puis le mois qui suit, vous allez reperdre 8%. Vous allez faire une performance de moins 8%, d'accord? Donc, pour ces raisons-là, vous voyez que le trade, ce n'est pas donc une activité sûre, ce n'est pas un salaire fixe, c'est un salaire variable. Donc, du coup, on ne peut pas se fier là-dessus pour bâtir justement un plan de vie. Sauf si, par exemple, vous avez un gros capital et puis au premier mois ou bien les 3 premiers mois, vous faites de grosses performances, par exemple des 5 à 10%, et puis votre confort de vie ne vous permet pas de rentrer, de taper tout l'argent que vous avez dû accumuler au cours de vos performances. C'est-à-dire que vous avez des standards de vie plus ou moins normaux, plus ou moins corrects, pas d'exagération. Donc, si vous gagnez beaucoup à la bourse, vous pouvez prétendre donc vivre continuellement. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de vivre avec 2 000 euros. Et puis, au bout d'un mois, par exemple, il fait, par exemple, une performance de 20%. Vous comprenez? Donc, si ça, dans ces cas, dans ce genre de choses, c'est comme s'il vient de réaliser une performance. S'il est habitué à vivre avec 2 000 euros, ça veut dire qu'il est habitué au moins il peut vivre avec 1%, de ses capitaux. Et puis, par exemple, à un mois, il fait par exemple 6%. Ça veut dire que c'est comme s'il vient d'anticiper sur 6 mois consécutifs. Donc, c'est comme s'il a gagné pratiquement l'argent de ce qu'il aurait gagné pour un semestre en question. D'accord? Et donc, dans ce genre de cas, oui, vous pouvez prétendre dire que je vis uniquement de trading. Et même encore là, c'est difficile. Même si vous avez gagné de l'argent pour 6 mois, vous devez malgré tout les sécuriser. Si vous les sécurisez, que vous faites des plans, il va certainement vous en demander encore, il va certainement vous en manquer pour pouvoir justement faire ou bien mettre en place d'autres réalisations, vous comprenez? Donc, du coup, certes, ça vous sécurise au niveau du trading, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a d'autres choses également à accomplir, à moins que vous avez déjà tout est en place et vous faites que ça, d'accord? Donc, ça, c'est pour la première raison. La deuxième raison, c'est que le trading, en fait, c'est comme une activité sportive. On compare souvent le trading au sport, d'accord? On compare le trading au sport. Et vous savez que le sport obéit en fait à ce qu'on appelle à la théorie des cycles de productivité chez l'être humain, d'accord? Dans le sport, dans tous les domaines, même au travail, il y a ce qu'on appelle les cycles de productivité, d'accord? Un individu peut être très fort ou bien il peut être ce qu'on appelle au peak state, c'est-à-dire il peut être au meilleur de sa forme pendant une période. Ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, ça dépend de
chaque être humain a des cycles. Hein. La vie est cyclique. Chacun obéit à son propre cycle de productivité. Et remarquez vous-même que dans votre travail, il y a des moments où vous êtes très fort, vous faites bien les tâches, vous êtes rapide, vous défoncez pratiquement tous les objectifs qu'on vous donne, vous surpassez tous les objectifs, vous faites des performances, vous êtes vraiment, vous fournissez vraiment, vous donnez à fond. Et puis il y a des moments aussi où vous êtes toujours en deçà de vos objectifs, vous ne parviendrez jamais à fournir les documents on vous donne à donner dans un court délai. Vous êtes toujours vous sentez que il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas, d'accord? Ça amène justement les êtres humains à douter d'eux, d'accord? Et ça ne veut pas dire qu'ils sont nuls. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas bon ou bien tu n'es plus bon. Ça veut dire simplement que tu es dans une phase, dans une période cyclique où ta productivité est juste, est juste à terre. Et ça prend bien sûr un boost, ça prend un redémarrage, une reprise pour que tu puisses retrouver ton niveau. Et c'est comme dans le sport. Il y a des moments où des sportifs vont gagner beaucoup de médailles, ou vont gagner beaucoup de compétitions. Et puis il y a des moments où ils ne gagnent presque rien. Et tout ce qu'ils font, c'est vouer à l'échec. Ils échouent dans des compétitions, ils perdent des finales, peu importe ce que vous voulez, d'accord? Sauf que dans le trading, on perd de l'argent. Et quand c'est comme ça, vous perdez de l'argent. C'est-à-dire que il y a des moments où vous allez vous permettre, vous allez gagner presque sur tous les marchés. Vous allez voir que vous avez des configurations techniques. Quand vous rentrez en position, vous gagnez. Quand vous voyez tel marché, vous gagnez. Vous allez penser que c'est vous qui faites le marché. Vous êtes devenu une légende, d'accord? Et puis, il y a des moments aussi. Donc, ça, en fait, il faut savoir gérer ça parce que ça va vous. Il y en a qui vont se sentir un peu en sentiment, ils vont avoir un sentiment de puissance, un sentiment de. Il y aura l'ego qui va embarquer, ils vont penser qu'ils savent tout, d'accord? Et puis, les phases où vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous serez dans un cycle, un cycle de productivité qui est négatif, d'accord? Vous avez été au peak state, après vous allez bien sûr être dans le hollow, dans le creux, et vous allez perdre beaucoup d'argent. Et ça, en général, c'est difficile de sortir de là parce que ça affecte votre psychologie. Ça vous amène à douter de vos compétences. Ça remet en question les performances passées que vous avez déjà accomplies, les prouesses passées que vous avez déjà accomplies. Donc, du coup, ça vous amène donc à douter des stratégies qui marchaient pourtant avant. D'accord? Et c'est difficile de sortir de cette phase. Voilà pourquoi, sur le long terme, le trading n'est pas une activité disons, qui est facile et qui peut être domptée. C'est-à-dire, on ne peut pas faire de plan de carrière toute sa vie sur le trading. Regardez par exemple dans les salles de marché. Vous allez voir que dans les salles de marché en général, ce sont des jeunes comme moi, des jeunes comme la plupart de ceux qui vont voir ces vidéos, ils sont entre 20 et 30 ans, d'accord? Ils sont là pour 5 ans, pour 4 ans, pour 3 ans. Ils viennent, ils font leurs millions et puis ils partent, d'accord? Il n'y a jamais quelqu'un qui a travaillé dans une compagnie. En fait, je n'ai pas encore entendu. Peut-être qu'il y en a, il y a toujours des exceptions. Mais je n'ai jamais personnellement entendu quelqu'un qui a travaillé dans une entreprise pendant 20 ans et puis il est trader d'entreprise pendant 20 ans. C'est-à-dire, il a fait que ça pendant 20 ans. Ça n'existe pas. Je n'ai pas encore entendu. S'il y en a, je vous en prie, montrez-moi ces personnes parce que c'est exceptionnel. Le trading est une activité qui est, je peux dire, qui se fait sur des périodes. D'accord? Ça se fait par momentum. C'est-à-dire, il y a des moments de votre vie où vous utilisez le trading pour décupler des capitaux. Et lorsque vous réussissez, vous pouvez devenir millionnaire pendant cette période. Et puis, c'est fini. Quand vous devenez millionnaire, c'est fini. Vous partez. Partez faire autre chose. D'accord? De temps en temps, vous pouvez revenir faire des opérations ici et là. Mais ça ne peut plus être, vous ne pouvez plus être à temps plein, plongé, immergé là-dedans, comme cela était auparavant, avant que vous n'acquériez votre premier million, d'accord? Ou bien que vous gagnez énormément d'argent. Vous comprenez? Donc ça, c'est la deuxième chose. Et puis la dernière chose, selon moi, c'est que souvent le terme trader trompe les gens, d'accord? Les gens, disons, ils oublient même la base, l'essence même du mot trading. Quand on parle de trading, on parle de commerce. Donc un trader, forcément, c'est un commerçant, d'accord? Regardez par exemple les entreprises comme, disons, McDonald's et puis Apple, les choses comme ça. Vous pensez que c'est avec un magasin
qui sont devenus ceux qui sont aujourd'hui, qui ont des millions, c'est pas avec un magasin. Ce sont des commerçants, ce sont des commerciaux, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aussi, quand vous faites du trading, ce n'est pas avec, disons, un produit ou, disons, ce n'est pas avec seulement le trading que vous allez devenir riche ou que vous allez décupler des capitaux. Si c'est cela votre objectif. Parce que, bien sûr, tout le monde fait du trading, c'est pour gagner de l'argent, c'est pas pour en perdre. Ce qui est normal et c'est ça le rôle d'abord d'un commerçant, d'accord? Mais la tâche particulière d'un commerçant, malgré que le but, c'est de gagner de l'argent, mais sa tâche principale et son objectif d'abord, c'est de se concentrer sur ses pertes potentielles. D'accord? Quand on est commerçant, on doit chercher à maîtriser, à gérer ses pertes. D'accord? Parce que forcément, si vos pertes sont gérées, forcément, vous allez faire des gains. C'est logique. Il y a deux cas de figure. Soit vous perdez, soit vous gagnez. Or, si les pertes sont contrôlées, forcément, vous gagnez de l'argent. Parce que intuitivement, quand on fait du trading, ce n'est pas pour perdre de l'argent, tout simplement. D'accord? Mais également, lorsque vous faites du trading, c'est-à-dire que vous ne devez pas aussi vous baser seulement sur cette activité. Vous devez avoir aussi d'autres activités à côté qui vous permettent non seulement de vous approvisionner en termes de fonds, c'est-à-dire que quand vous allez commencer, quand vous allez perdre de l'argent, il faut que vous ayez forcément de l'argent qui vienne quelque part pour compenser les pertes potentielles que vous allez faire, même si elles sont maîtrisées, pour pouvoir augmenter vos capitaux, d'accord? Et puis, en plus de cela, vous ne pouvez pas vous focuser uniquement sur l'activité en question. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de Apple et de McDonald's. Ce n'est pas avec un magasin ou bien un restaurant ou bien une chaîne de restaurants qui sont devenus une des grosses capitalisations boursières. J'ai même appris qu'il y a même des bons de trésor qui sont émis même par McDonald's en tant qu'institution financière. McDo a ses papiers commerciaux, ils ont leur propre débenture, ce n'est même plus un restaurant, c'est devenu maintenant de l'immobilier, hein, avec des royalties et tout ça. Donc, la chaîne en question, McDonald's, est devenue pratiquement une institution. Ce n'est plus seulement une chaîne ou un restaurant, d'accord? Et ils n'ont pas seulement ouvert un seul restaurant aux États-Unis. Ils ont ouvert des centaines de restaurants à travers le monde. Aux États-Unis seulement, je pense qu'il y a à peu près, d'après, je crois qu'il y a à peu près 3000, voire 4000 restaurants, peut-être même plus, de McDonald's. Il y a pratiquement un McDonald's dans chaque ville aux États-Unis. Je n'ai même pas dit dans chaque État, dans chaque ville de chaque État. Et vous voyez que quand c'est comme ça, c'est... Voilà. Même s'ils peuvent perdre de l'argent, ce qui m'étonnerait, mais supposons, je prends un exemple, ils peuvent perdre de l'argent dans l'État par exemple, de l'Ohio, et puis ils peuvent gagner de l'argent dans l'État de New York, d'accord? Ils peuvent perdre dans une telle province ici, et puis gagner de l'argent. Donc, il y a toujours quelque chose qui rentre, et ça compense justement les pertes. Et malgré tout, les pertes dans les États ou dans les provinces sont maîtrisées, ce qui font qu'ils sont toujours en profit. Ils font toujours en profit, ils ont toujours de l'argent à justement renouveler en termes de publicité, à toujours de l'argent je vais dire, à innover, à tout ce qui est recherche et développement, améliorer les recettes et tout ça. Donc, c'est ça l'activité du trading. C'est une activité mercantile, c'est une activité commerciale, d'accord? Donc, vous devez aussi raisonner de la même façon. Quand vous faites du trading, pensez tout de suite non seulement à sécuriser vos capitaux, à l'utiliser de façon à bon escient, à gérer votre mode de vie, d'accord? Et l'exception là-dedans, c'est que il y a certaines personnes, par exemple, quand ils savent qu'ils ont envie vraiment de faire du trading, ce sont des personnes malignes, ils quittent, par exemple, s'ils vivent dans des grands pays, par exemple, s'ils vivent, je vais dire, au Canada, ils savent que le niveau de vie au Canada, par exemple, le niveau moyen de vie est de, par exemple, on va dire 5 000 $. Hein. Je prends un exemple, hein, ce n'est pas des vrais chiffres, c'est des chiffres fictifs, mais disons, le niveau de vie est de 5 000 $. Et il sait que, par exemple, il a, par exemple, un compte de 50 000 $ à sa disposition. D'accord? Il a un compte de 50 000 $, il sait que le niveau de vie normal, ou là où est-ce qu'il vit, est de 5 000 $. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il fasse 10% de son capital chaque mois pour être au average, c'est-à-dire pour être au niveau standard de vie. Comprenez? 10% par mois, ce qui n'est pas réaliste, d'accord? Certainement, il y a d'autres personnes
qui vont dire, ouais, moi, je fais 10% par mois, tant mieux pour vous. Mais généralement, 10%, c'est beaucoup. Tout le monde ne peut pas faire 10% par mois. Tout le monde n'a pas les prédispositions de faire 10% par mois. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont 50 000 dollars. Ils vivent dans un endroit où le niveau de vie est très élevé. Mais tout ce qu'ils ont à faire, c'est de changer de pays, c'est tout. Aller dans un pays où on a des assouplissements, des allègements fiscaux. Et puis, ils ont, par exemple, aussi un niveau de vie qui est très bas. D'accord? C'est-à-dire, il peut aller dans un endroit où le niveau de vie moyen pour vivre moyennement est de, on va dire, 1500 dollars. D'accord? Donc, du coup, 1500 dollars, ça lui donne la marge pour atteindre cet objectif avec peu de risques compte tenu du capital qu'il dispose. Parce qu'il dispose d'un capital de 5000 dollars. Donc, si ça lui demande, on va dire, 1500 dollars pour vivre, c'est comme s'il faut qu'il ait 3% par mois, ce qui est atteignable, hein, contrairement à 10% dans l'autre pays ou dans le pays initial où il était. Donc, il y a ces gens de personnes qui font ce genre de micmac et elles arrivent bien sûr à dégager des revenus sans stress parce que là, ça demande aussi de la régularité. Il faut être très bon. Il faut avoir une bonne connaissance des marchés pour dégager 2% régulièrement, 2%, 3%, comme ce que les gérants de fonds à Wall Street ou bien à la City font. C'est des gens qui gèrent des milliards, hein, donc ils n'ont pas besoin de trader chaque jour. Il peut prendre une ou deux positions dans l'année. Il fait son 20% ou bien son 10%. Et puis voilà, et puis à la fin de l'année, il rend sa copie, il a fait 20% l'année. Le S&P, par exemple, a performé de 40%. S'il fait, par exemple, 20%, certes, c'est une performance qui est pas, on va dire, qui est pas top, parce qu'il est en dessous du benchmark, donc de la moyenne, la référence, mais c'est 20% de 10 milliards, ce qui n'est pas négligeable, d'accord? Donc, quand c'est comme ça, ben, ces gérants de fonds-là, ils gagnent toujours de l'argent, ils maintiennent toujours leur poste. En plus de gagner de l'argent dans leur fonds, ils ont également un salaire, à moins que le fonds qu'ils gèrent, c'est son fonds, c'est sa propriété. Comme par exemple, le gérant de fonds de Renaissance Technologies, le professeur James Simon, lui, c'est son fonds, c'est un quantitative finance. Donc, le fonds qu'il gère, c'est son fonds personnel. Et il gagne presque 2 milliards par année depuis maintenant 30 ans. Il fait ça depuis maintenant 30 ans. Pratiquement même de façon automatisée, parce que lui, c'est un fonds de quantitative. Il y a d'autres fonds également, d'autres hedge funds comme le Bridgewater Associates de Ray Dalio. Ce fonds-là, en général, c'est un fonds qui est, je pense, qui est capitalisé à presque 100 milliards. Ray Dalio, en général, ses performances sont souvent de l'ordre de 30 à 40%. Hein. Donc, vous imaginez, donc c'est l'argent qu'il amène chaque année, 40 milliards, près de 30 à 40 milliards. Et là-dessus, il peut avoir par exemple 20% ou 30%, je ne sais pas. Donc, ces gens de personnes-là, quand on a de gros capitaux, on n'est pas stressé. On peut trader sans levier, bien sûr, et on peut faire 1 à 2%. Mais quand on a très peu de capitaux, c'est difficile non seulement de trader sans levier parce que vous allez avoir des clopinettes pour beaucoup d'efforts. Et puis, quand vous voulez aussi faire de la performance, avoir beaucoup d'argent, vous êtes amené à faire du levier. Et c'est ce jour-là que, curieusement, rien ne fonctionne et vous allez perdre de l'argent. Vous voyez? Donc, donc, voilà ce que je tenais à vous dire. Donc, conclusion, pour moi, le trading, est-ce que c'est viable sur le long terme? La réponse, c'est non. Cherchez plutôt à utiliser le trading comme un moyen pour décupler vos capitaux, un moyen pour vous faciliter à faire du business, à monter vos propres affaires et puis, bien sûr, à établir des stratégies de gestion de portefeuille, de capitaux. Et puis, de temps en temps, vous avez un montant qui est alloué à la spéculation, vous le faites fructifier, vous utilisez ce montant, vous gardez une partie pour vous, vous prenez d'autres parties pour réaliser d'autres choses, et ainsi de suite, ce qu'on appelle le compounding effect. Et vous travaillez comme ça. Si vous avez cette logique, vous allez voir que vous allez découper vos capitaux assez rapidement, mais dire que je veux rien faire de ma vie, je vais juste me concentrer sur le trading pour gagner de l'argent sur les marchés en cliquant chaque matin. Je pense que ça, voilà, c'est un peu des fantasy, c'est des fantasmes, c'est rien de, il y en a qui le font, ils sont pas nombreux d'ailleurs, ben moi je n'en connais pas, d'accord,
quelqu'un qui travaille uniquement de trading, c'est-à-dire qu'il a un compte où il trade uniquement de trading et puis il n'a rien d'autre à côté. Il vit que de trading. Je n'en connais pas parce que c'est une activité à capital variable. C'est pas parce que tu as gagné 7 000 euros le mois passé que tu as forcément gagné 7 000 euros ce mois-ci. Tu peux même gagner 9 000 euros le mois qui arrive. Le mois qui vient encore, tu peux gagner 12 000 euros. Et puis le mois qui suit, tu peux perdre 4 000 euros, 5 000 euros. Quand on est salarié, on ne perd pas de l'argent. Chaque mois, le salaire est viré, la même somme est virée chaque mois. Mais quand on est trader, on est commerçant, donc on perd de l'argent. Donc il y a cette dimension émotionnelle qui embarque et souvent les personnes tout le monde n'a pas le même rapport avec l'argent. Même si tu as gagné 12 000 euros le mois passé et que tu as perdu 3 000 euros le mois suivant, certes, tu es positif de 9 000 $, mais ça va t'affecter quand même, ça va te faire mal parce que tu as perdu quand même 3 000 euros, d'accord? Et ça joue aussi sur le mental. Voilà pourquoi j'ai dit, à long terme, ce n'est pas du tout réaliste de justement se focaliser sur cette activité qui est une activité à capital variable. Merci d'avoir suivi donc cette émission. Je crois que j'ai répondu à la question et j'ai fait le tout. Si vous avez bien sûr aimé cette émission ou cette petite présentation, n'oubliez pas de la liker, de la partager. Et puis, ben, on se retrouve le lundi pour le Weekly Market Analysis. Merci encore et portez-vous bien. Au revoir.